Comment rendre mon site efficace? C'est une question qu'on se pose souvent et notamment quand on a souhaité faire son site soi-même. Alors, tu as certainement passé du temps à faire ton site internet, mais tu te rends compte qu'il y a très peu de visites sur ton site. Et surtout, tu te décourages car tu trouves qu'au final, la création d'un site web, c'est beaucoup trop technique. Et si je te disais que sans aucune connaissance technique, tu peux toi aussi réussir à te faire connaître via ton site internet? Alors, pour te montrer ça, cette semaine, pour rendre les choses concrètes, je m'appuie sur le site de Monique, thérapeute, qui utilise notamment la psychogénéalogie, le yoga et l'ostéopathie pour notre bien-être. Et dans cet audit, je vais te montrer des astuces simples à mettre en place sans aucune connaissance technique. Alors, on va découvrir ensemble dans cet audit, notamment la première impression quand on arrive sur un site internet. On va ensuite voir si le site est intuitif, si on trouve facilement l'information. On va parler des pages essentielles et ce qu'il en manque sur ce site. On va parler notamment de référencement, le SEO, c'est quoi, pourquoi et comment l'améliorer sur ton propre site internet. On va analyser un petit peu plus en profondeur la page d'accueil parce que c'est vraiment la vitrine d'un site internet et elle doit capter l'attention en quelques secondes. On va aussi voir ensemble rapidement la notion de performance du site et comment l'améliorer sur ton propre site sans aucune connaissance technique. Et on abordera aussi la notion des offres, donc comment mettre en place tes pages d'offres avec quelques notions de marketing. Allez, c'est parti pour cet audit de site. Donc, je suis sur le site de Monique, de Monique Thébault. Donc, c'est un site qui a été fait via la plateforme Jimdo. Donc, quand on arrive sur le site, le premier ressenti, écoute, moi j'aime bien, le site est très clair. Il est épuré, il est sobre, les couleurs sont bien choisies, ça pique pas les yeux, c'est pas agressif. Et c'est important, surtout quand on est dans le domaine, dans tout ce qui est thérapeute, coach, domaine du bien-être, c'est important voilà, d'avoir quelque chose d'assez clair, d'assez apaisant tout simplement. Donc moi j'aime bien. Donc Monique n'a pas de logo, mais comme je l'expliquais dans d'autres vidéos, si vous n'avez pas de logo, pas de panique. Il suffit de mettre votre nom et votre prénom ou le nom de votre société. Et puis en bas, peut-être ajouter un petit slogan ou tout simplement ce que vous faites. On aurait pu rajouter en dessous de Monique Thébault, on aurait pu rajouter psychogénéalogie, pardon, j'ai du mal à le prononcer, yoga par exemple. Voilà, mettre quelque chose qui nous représente assez rapidement quand on lit le logo, tout simplement. Donc pas de panique, c'est pas de logo. Donc c'est plutôt épuré, les couleurs voilà, sont assez sobres. Donc là, on a mis un petit vert clair, mais il n'y a pas de souci, hein. Moi, j'explique souvent qu'il faut vraiment avoir un site sur un fond blanc. Mais de temps en temps, on peut en effet mettre des blocs de couleurs pour donner un petit peu plus de dynamisme au design. Donc là, on a en effet un bloc de couleurs. Après, on arrive sur un bloc blanc, donc il n'y a pas de souci. Au niveau des typographies, donc les polices d'écriture, elles sont très faciles à lire. Donc là, c'est vraiment important. Ça, je le dis souvent. Mais attention aux typographies que vous utilisez. Souvent, on met des typographies un petit peu fantaisistes, qui sont jolies, etc. On pense que ça va dynamiser le site. Et en fait, ça fait l'effet inverse parce que c'est difficile à lire. Et il faut comprendre que l'internaute, quand ça devient difficile à lire, il décroche la lecture et il va passer à autre chose. Donc, il va partir de votre site. Je vais vous montrer par exemple sur un site internet une police un petit peu plus fantasy. Hop, par exemple, c'est sur le site d'un client, on a utilisé une police fantasy, mais sur les gros titres, par exemple ici et ici, mais sur le texte plus petit, donc tout ce qui est paragraphe, on a utilisé une police d'écriture tout simplement facile à lire, et on est resté sur du noir-gris. Voilà, donc les titres et les sous-titres, vous pouvez partir sur quelque chose d'un petit peu plus fantasy parce que c'est plus gros, donc ça va aller en termes de lecture, et surtout les textes sont plus courts. On peut aussi choisir de la couleur, mais pour tout ce qui est paragraphe, donc comme ceci, restez vraiment sur des polices, donc des typographies simples à lire, du classique, et restez aussi sur des couleurs, sur du noir ou gris foncé. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est assez simple à lire. Par exemple, sur mon site internet, ici, j'ai utilisé une typographie un peu fantaisie, mais je ne l'ai pas reprise pour les textes. Sinon, ça aurait été difficile à lire et l'internaute aurait tout simplement, au bout d'un moment, décroché. Donc, pensez à ça. Donc, sur ce site-là, il y a
il n'y a rien à dire, hein, on est sur du blanc et du noir. Ça vous paraît peut-être, pour vous qui regardez cette vidéo, classique, mais c'est ce qu'il y a de plus efficace, tout simplement. Et après, on va jouer avec les titres, les sous-titres de couleurs, par exemple, et les images. Mais avoir un fond blanc, texte noir et une très bonne typographie, ça là-dessus, c'est parfait. Alors, on va maintenant parler de la navigation et de l'expérience utilisateur. Donc, à savoir, est-ce que le site est fluide, intuitif, est-ce qu'on trouve facilement l'information? Donc, on sait déjà rapidement sur quel site on est avec, voilà, avec ton nom et ton prénom. Comme je l'ai dit, rajouter ici un petit texte qui permet de décrire rapidement qui tu es ou un petit slogan, quelque chose comme ça. Ensuite, au niveau de la navigation, donc ce qu'on appelle tout simplement le menu, bah, il est très visible. On le voit de suite ici. Et ce qui est très important, et ça c'est vraiment quelque chose à conserver, c'est le menu qui reste tout le temps présent en haut de page, même si moi je descends au sein du site, au sein de la page. Et quelle que soit la page, on voit bien que le menu reste présent. Et ça, c'est vraiment très très important. Donc c'est un bon point. Donc le menu, il est clair, il n'est pas compliqué à comprendre. Par contre, c'est vrai que, par exemple ici, qui suis-je? C'est ta page d'accueil. Normalement, une page d'accueil, ici on met accueil. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo où je vais te montrer en fait comment structurer une page d'accueil. Normalement, on a une page d'accueil qui est dédiée à l'accueil et la page qui suis-je, à propos, qui sommes-nous, etc., suivant comment vous la nommez, qui est dédiée vraiment à la partie qui je suis, qu'est-ce que je fais, mes expériences, voire mes diplômes, etc. Mais en fait, c'est pas dans la page d'accueil. Normalement, c'est censé être une page à part. Ensuite, tu as noté donc psychogéologie, yoga lumière et ostéopathie et nature, qui sont en fait tes offres. Normalement, on a un onglet qui va s'appeler offres ou prestations ou mes services, etc. Quand on clique sur cette page, on va avoir les différentes offres. Et ensuite, quand on clique au sein de chaque offre, on va arriver sur le détail des offres. Ça, c'est important de ne pas avoir, à moins qu'on n'ait qu'une offre, hein, mais quand on a plusieurs offres, de ne pas étaler ces offres ici, parce qu'on va voir qu'il va te manquer pas mal de pages au sein de ton site. Normalement, on a accueil, à propos, mes offres. On doit aussi avoir tout ce qui est témoignages. C'est important d'avoir des témoignages sur son site internet. Pourquoi? Parce que ça va mettre en confiance la personne qui vient voir ton site et ça va vraiment montrer ton expertise. Ensuite, on a une rubrique qui va s'appeler normalement blog ou actualité. Donc, c'est des articles qu'on va mettre régulièrement. On y reviendra un petit peu plus tard aussi dans la vidéo qui vont te permettre de faire vivre ton site. Et ensuite, on a un onglet contact pour qu'on puisse te contacter. Alors certes, il y a tes coordonnées, Monique, dans pas mal de tes pages, mais en fait, il faut les chercher. Tu vois, je dois, hop, ok, là j'ai le numéro de téléphone. Sur Yoga Lumière, tu vois, j'ai rien. Sur ostéopathie, j'ai rien. Je sais plus où, tu vois, je sais plus où. Ah, voilà. Sur la page d'accueil, j'ai vu ton adresse mail. Mais c'est important ici d'avoir une page contact qui est dédiée simplement pour te contacter avec ton adresse mail, ton numéro de téléphone et aussi un formulaire de contact pour te contacter. Et voir un plan si tu as un bureau, un cabinet pour directement voir où tu te situes. Donc, ton menu, il est clair, il est lisible, mais il manque pas mal d'informations à ce niveau-là. Et ce qui fait que l'internaute, ben, il doit chercher les informations, par exemple, voilà, au niveau de tes offres, il veut regarder s'il y a des témoignages des personnes qui parlent de toi, il n'en trouve pas. Il veut te contacter. On a sur la page d'accueil, c'est vrai, assez rapidement tes contacts. Mais s'il est sur une autre page, ben, du coup, il ne sait plus où te contacter. Donc ça, c'est important d'avoir ici un lien contact. Je vais te montrer sur un site directement. Tu vois, ici, on va avoir accueil, à propos, qui est ta page qui suis-je. Mes offres, si je clique dessus, c'est ce que je t'expliquais. En fait, on a un récap rapide de tes différentes offres. Et quand on clique dessus, on va tomber sur le détail de l'offre directement. Voilà, ça c'est important. Les témoignages, le blog, comme je t'expliquais, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. La foire aux questions, on y reviendra aussi tout à l'heure. Et la fameuse page contact qui est importante.
où je vais retrouver les coordonnées, donc numéro de téléphone, adresse mail, adresse postale. C'est pas obligatoire si tu ne fais pas si tu n'as pas de cabinet, etc. Par contre, voilà, si tu travailles vraiment localement, c'est important de mettre ton adresse. Et ce qui est important, c'est un formulaire de contact. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui aiment bien directement envoyer un message via le formulaire et d'autres personnes qui aiment directement te contacter via leur logiciel de messagerie. Donc c'est toujours important sur la page contact d'avoir vraiment les deux. Ensuite, ce qui peut te manquer au niveau de ce qu'on appelle donc de la navigation, c'est peut-être tes réseaux sociaux. Par exemple, tu vois, sur ce site, il y a les réseaux sociaux en haut. Donc ça, c'est important d'avoir sur un site internet tout en haut une barre supplémentaire avec les coordonnées directes et les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, attention, c'est ce que je dis, on ne met les réseaux sociaux en avant que si on est actif dessus. Si on a une page Facebook, un profil LinkedIn, etc., et qu'en fait on n'y est jamais et qu'on met aucun post, aucune actu, ça sert à rien de les mettre en évidence. Au contraire, ça va avoir un effet négatif parce que souvent les personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont cliquer sur les liens, elles vont arriver sur les pages de vos différents réseaux sociaux et elles vont voir que vous n'êtes pas actif. Donc là, elles vont se poser des questions par rapport à ça. Donc voilà, Monique, si tu es actif sur les réseaux sociaux, tu les mets. Si tu n'es pas actif, tu ne les mets pas. Il n'y a pas de souci, ça va pas te desservir. C'est juste que si tu es vraiment actif, c'est un plus de les mettre. Donc ça, il faut vraiment y penser. En haut du site, rajouter cette petite barre avec, vous avez vu ici, les liens, ils sont cliquables. Donc tu les as ici, c'est très bien. Mais ce serait intéressant de les avoir en haut pour que sur chaque page, je te montre ici, quand je clique, tu vois, j'ai directement à chaque fois les liens en haut. Et c'est un plus, notamment sur smartphone. Il faut savoir que les gens regardent de plus en plus Internet via leur téléphone portable. Et du coup, ils ont directement les numéros de téléphone en haut, ils cliquent dessus et ils peuvent vous appeler, vous envoyer un mail si vous donnez votre mail. Donc ça, c'est vraiment important de le rajouter, cette fameuse petite barre en haut. Donc là, on a parlé un petit peu du menu. Maintenant, on va regarder les pages essentielles. Et on fera un peu plus loin dans la vidéo un zoom vraiment sur la page d'accueil. Donc les pages essentielles, c'est quoi sur un site internet? En effet, il faut une page qui suis-je, mais qui ne soit pas en fait l'accueil du site. Et sur cette page qui suis-je, tu vas mettre en effet qui tu es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es passionné par ce que tu fais, ton parcours, tes diplômes dans certaines notamment dans le bien-être. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, donc c'est peut-être important aussi de rajouter ton expérience et tes diplômes. Voilà, ça va vraiment être une page dédiée à qui tu es. Et ça, c'est pas sur la page d'accueil, ça va vraiment être une page à part. Et il faut vraiment penser qu'en fait, sur un site internet, une page égale un thème. Alors c'est quelque chose que je répète, je me répète souvent, mais c'est vraiment important de ne pas avoir un fourre-tout. Mis à part sur la page d'accueil où on verra tout à l'heure, elle a une particularité parce qu'il faut répondre à plusieurs questions sur une même page. Mais les autres pages, c'est vraiment une page égale un thème. Je prends l'exemple de la page contact qui est souvent un fourre-tout où on va mettre les contacts, les tarifs, ceci, cela, etc. Non, contact, page contact égale un moyen de me contacter. Point barre. Donc, on revient sur ton site. Donc, le côté qui suis-je, en fait, il faut le mettre sur une page à part. Ensuite, on va avoir, donc, comme je t'ai montré tout à l'heure, je vais prendre vraiment l'exemple de ce site-là, on va avoir mes offres avec tout simplement, quand on va cliquer dessus, on va arriver sur l'ensemble de tes offres. Donc ça peut être tes ateliers yoga, tout ce qui est ostéopathie, ce que tu fais, mais tes différentes offres. Et quand on va cliquer sur les offres, ici par exemple, l'offre bilan mal-être au travail et perte de sens, je vais cliquer dessus et je vais arriver sur le détail de l'offre. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre mes offres ici et avoir un menu déroulant en dessous. On l'a vu dans un autre audit avec le site d'Active Coaching Pro. D'ailleurs, j'ai vu que Anouchka a commencé à faire des modifs par rapport à l'audit que j'ai fait. Elle a rajouté, par exemple, ici ses réseaux sociaux,
son numéro de téléphone, son mail, et cetera. Donc c'est pas mal. Elle a pris en compte, certaines astuces que je lui ai données. Et par exemple, ici, elle a ses services. Là, c'est pareil, elle avait un menu déroulant qui était énorme, elle l'a diminué aussi, donc c'est top. Elle a ses services et elle a fait un menu déroulant. Donc ça, c'est un choix. Moi, je sais que je suis pas très fan des menus déroulants, mais c'est un choix aussi personnel. Donc, si je clique ici sur les services, je vais arriver sur le détail de ces services. Voilà. Mais je peux aussi ici, en passant ma souris sur les services, avoir directement les différents services. Je clique dessus et je vais sur la page d'offres dédiée directement. Donc ça, c'est important d'avoir vraiment la page, soit mes offres, mes services, mes prestations, hein, suivant comment on le nomme, mais visuellement l'avoir dans le menu. On clique dessus et on a les différentes offres que tu proposes. Ensuite, au niveau des pages essentielles, ce qui va te manquer aussi, c'est un blog. Alors un blog, ça, c'est quoi? C'est tout simplement un espace où tu vas ajouter des articles. Alors, si je te montre sur ce site-là, donc le blog, on peut aussi le nommer actualité, c'est exactement la même chose, simplement le nom qui change. Donc c'est vrai que suivant le public à qui on s'adresse, on met blog ou actualité. C'est vrai que par exemple, je fais pas mal de sites internet pour des écoles. En général, ils préfèrent mettre le terme actualité que blog, mais techniquement, c'est exactement la même chose. Ça va être quoi? Ça va être, je vais ici cliquer sur blog, ça va être une liste d'articles. Donc régulièrement, on va faire des articles. Alors ça peut être des articles sur par exemple un événement, je sais pas, par exemple tu as un stand sur le salon du coaching à Limoges par exemple, ou le salon du bien-être à Limoges, tu as un stand et tu vas parler de cet événement, que tu as participé à cet événement, etc. Mais tu vas aussi pouvoir mettre en place des articles en lien avec les problèmes, les besoins, c'est ce que je conseille vraiment de faire, on y reviendra tout à l'heure quand on va parler du référencement, en relation avec les besoins, les problématiques de tes futurs clients, de ta cible. Donc là, par exemple, on est sur un site qui parle notamment de tout ce qui est problème au travail, burn-out, souffrance au travail, gestion du stress, etc. Et là, on a un certain nombre d'articles qui vont parler du burn-out, de la reconversion professionnelle, etc. Et quand je clique dessus, c'est tout simplement un texte qu'on va créer avec des titres, du texte, des sous-titres, etc. et des images. Et ça, on va le voir tout à l'heure, mais ça va te permettre de te faire connaître. Et les personnes, quand elles vont arriver sur ton site, qu'elles vont lire un peu les articles de blog, tu vas aussi les rassurer. Tu vas les mettre en confiance parce que tu vas aussi montrer ton expertise. Et ça, c'est vraiment très important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'est pas tout seul. On a énormément de concurrence. Alors, je préfère appeler ça des confrères. Mais pour se faire connaître, il faut que tu fasses comprendre aux gens qui tu es, comment tu travailles et qu'est-ce que tu leur apportes et quels problèmes tu vas résoudre, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à rajouter. Donc, on reviendra un petit peu tout à l'heure vraiment sur le blog, sur vraiment ce qu'il peut t'apporter, mais avoir un blog dans lequel tu vas rajouter des articles. Donc, un blog, ça va être tout simplement ici un onglet blog. Et quand on va cliquer dessus, les articles, ils vont s'insérer les uns à la suite des autres, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment un plus. Ce qui va te manquer aussi, c'est la partie témoignage. Alors, j'ai pas fait attention si tu avais des personnes qui te mettaient des témoignages au sein de tes pages. J'ai pas l'impression. Non, non. C'est vraiment important d'avoir les témoignages. Donc les témoignages, qu'est-ce qui se passe? On en a souvent, on en met quelques-uns sur la page d'accueil. Et ensuite, au sein d'une page, on va regrouper l'ensemble de tous les témoignages qu'on a. Pourquoi? Pas pour te dire, ouais, je suis génial, c'est moi la meilleure. Non, c'est vraiment les témoignages vont vraiment, pareil, la même chose, apporter de la confiance. Les personnes aujourd'hui ont besoin d'humains, même si on est beaucoup sur le numérique, sur le digital, pour chercher, hein, pour te chercher, on va aller sur Internet, mais derrière, la personne, elle a besoin d'humains. Et c'est vraiment en lisant les témoignages qu'elle peut avoir un déclenchement pour te contacter. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des témoignages. Et les témoignages, tout simplement, comment on les récupère? Eh bien, à chaque fois qu'on a fini une prestation avec un patient ou un client, on lui envoie un petit mail pour savoir voilà, comment ça s'est passé après la séance ou après l'atelier, parce que tu proposes aussi des ateliers, comment tout ça, ça s'est passé, et lui dire, ben voilà, est-ce que tu peux me laisser un témoignage? Alors,
faut tourner un petit peu les choses différemment et pas être aussi brut que ça, mais pour tout simplement récolter le texte et pour pouvoir le mettre en avant sur ton site. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui te manque. Et ensuite, alors tiens, je vais te montrer ici les témoignages. Hop, c'est tout simple, hein, voilà, c'est ici, on a l'ensemble des témoignages. Et en général, on en met aussi sur la page d'accueil. On en reviendra un petit peu tout à l'heure sur la page d'accueil. Mais voilà, ça met vraiment en confiance les personnes et ça montre qui tu es, ton expertise et ton travail, ton savoir-faire. Ensuite, une page qui te manque, donc on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est la page contact. Donc c'est important d'avoir un onglet contact. Donc la page contact, par exemple, sur mon site internet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit texte d'accroche. Voilà. J'ai aussi fait le lien vers mon calendrier pour que les personnes puissent prendre rendez-vous. Donc ça, c'est à toi de voir si tu veux faire ça aussi, hein, c'est pas du tout une obligation. Donc comme ça, les personnes peuvent directement prendre rendez-vous. Ensuite, j'ai mes coordonnées, donc mon adresse mail, mon numéro de téléphone, donc, comme tu as fait sur la page d'accueil, hein, mais l'avoir sur la page contact dédiée. Donc j'ai aussi un bureau, donc moi j'ai choisi de mettre mon adresse. Voilà, l'adresse, vous la mettez vraiment si vous recevez en cabinet, etc. C'est pas une obligation. Et ensuite, comme je t'expliquais, j'ai mis un formulaire ici avec nom, prénom, téléphone, email, et la personne peut laisser un message. La personne envoie ce message, je la réceptionne directement dans ma boîte mail, parce qu'il y a vraiment des personnes qui préfèrent le formulaire, et inversement, des personnes qui préfèrent cliquer sur le mail et envoyer via leur propre logiciel de mail, de messagerie. Et en dessous, tu peux mettre tout simplement aussi un plan Google Maps. Donc moi, c'est mon cas, j'ai mis un plan et si on clique sur ce bouton-là, ça nous permet directement de calculer l'itinéraire entre le point de départ et l'arrivée directement à mon bureau. Donc ça aussi, c'est un petit plus. On va parler aussi d'une page qui est vraiment importante et qu'on a vraiment tendance à oublier, c'est la fameuse foire aux questions. Alors c'est quoi la foire aux questions? Par exemple, sur mon site internet, hop, ici j'ai FAQ qui est donc la foire aux questions. Je clique dessus et ici c'est quoi en fait? C'est que tu vas vite te rendre compte, enfin on se rend vite compte que souvent on nous pose les mêmes questions. Donc nos futurs clients ou même nos clients nous posent tout le temps la même question. Et en fait, c'est lister toutes ces questions et y répondre directement sur une page, ce qui va aussi, la même chose, donner de la confiance et rassurer la personne. Moi, j'ai une question qu'on me pose tout le temps, j'ai besoin de devis, est-ce que c'est gratuit? Eh bien, dans ma foire aux questions, tout simplement, je l'ai noté. Donc là, j'ai la question, je clique dessus, oui, ce devis est gratuit. Ici, la foire aux questions, même chose, comment... Donc là, on est sur tout ce qui est psycho, hypnose liée aux problèmes de travail, burn-out, etc. Et on a tout simplement fait des questions-réponses par rapport aux prestations propres, donc combien de temps dure un accompagnement, comment se déroule une première séance, mais on a aussi parlé aussi de ce qui se passe, c'est quoi l'hypnose, c'est quoi concrètement. Par exemple ici, comment savoir si je traverse une simple fatigue ou un véritable burn-out, etc. On a mis en place une forme de question-réponse pour que la personne se rende compte si vraiment, par exemple, mes accompagnements sont faits pour elle. Donc ça, la foire aux questions, c'est très simple à mettre en place. C'est une page supplémentaire. Si techniquement, vous ne savez pas, ceux qui regardent cette vidéo, faire ce petit système-là, question-réponse, ce petit effet qui est sympa, vous vous embêtez pas. Vous faites le texte, un petit titre, la question, en dessous, la réponse en texte. Question, réponse en texte, etc. Pas besoin de connaissances techniques. Si vous ne savez pas faire ça, vous mettez directement, voilà, question-réponse, question-réponse. Mais ça, la foire aux questions, c'est bien d'avoir une foire aux questions globale. On clique dessus, on a la foire aux questions. Et après, c'est important aussi de faire une foire aux questions par offre. Quand on est sur les offres, qu'on clique dessus, on a aussi une foire aux questions par offre. Donc ça, tu verras Monique que c'est vraiment un point important parce que en fait, ça va mettre du contenu rédactionnel sur ton site internet et le contenu rédactionnel est très très important à la fois pour Google, les moteurs de recherche pour te référencer, on va en parler juste après, et à la fois aussi pour les personnes, pour mieux comprendre comment tu travailles, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et surtout qu'est-ce que tu peux leur apporter, et comment tu vas pouvoir résoudre leurs problèmes.
Alors, on va maintenant voir les pages légales. Quand on a un site internet, on a des obligations légales et donc il faut avoir un certain nombre de pages par rapport à ça. Et attention, qui dit loi dit amende si on ne les met pas en place. Alors, comme je le dis à chaque fois, attention, je ne suis pas avocate, je ne suis pas juriste. Ici, je vous donne des conseils. C'est bien sûr à vous, en tant que propriétaire de site internet, de faire attention à ce que vous faites et de vous renseigner sur ce que vous devez mettre en place au niveau de ces pages et quel contenu rédactionnel vous devez y mettre. Voilà, sachant qu'aussi, suivant le type de site, par exemple un site e-commerce, il y a des notions à rajouter. Suivant le domaine d'activité aussi sur lequel on est, il y a aussi des choses à rajouter, etc. Donc il faut bien se renseigner. Là, je vais vraiment vous montrer des choses globales. Je vais d'abord t'expliquer, toi Monique, qu'est-ce que tu as sur ton site. Et ensuite, je vais tout simplement montrer mes propres pages sur mon site internet pour que, voilà, pour ceux qui regardent cette vidéo et aussi pour Monique, vous vous rendez compte de ce qui manque au sein de votre page. Alors, déjà, la particularité du site de Monique, c'est que c'est fait par Jimdo. Donc, par une plateforme qui, du coup, comme ça ne lui appartient pas, il y a aussi des textes qui sont liés à la plateforme. Donc, Jimdo a créé 3 pages directement. On a ici la page mention légale. Et là, en fait, c'est tout simplement le texte de Jimdo. En fait, ici, Monique, c'est à toi de mettre en place le texte qui concerne la page mention légale. Je vais te montrer ensuite sur mon site qu'est-ce que tu dois mettre dans ce texte. Donc là, on le voit bien. Hop. Par exemple, le nom de la personne responsable de la publication doit apparaître dans les mentions légales, etc. Il t'explique en fait ce que tu dois mettre. Mais cette page, en fait, tu ne l'as pas faite. Donc c'est important, par contre, d'aller jeter un œil et de la mettre en place. Ensuite, tu as la page politique de confidentialité. Donc ça, il y a déjà un texte donc, qui est propre à Jimdo. Hop, j'ai regardé vite fait. Bon, elle n'est pas complète, mais comme ton site est fait sur Jimdo, il y a des choses propres à Jimdo. Là, tout simplement, ils expliquent quoi? Que Jimdo, en fait, utilise Google Analytics, qui te permet d'avoir des statistiques. Et quand on utilise quelque chose d'externe comme ça, j'y reviendrai sur mes propres pages tout à l'heure, il faut en effet indiquer à l'internaute certaines choses. Et enfin, tu as le paramètre des cookies. Donc ça, c'est très bien, la politique des cookies. Alors, les cookies, c'est quoi? C'est tout simplement quand l'internaute va sur un site internet, il peut y avoir la notion de cookies, c'est-à-dire, je reprends l'exemple des statistiques tout à l'heure, s'il y a Google Analytics sur un site internet, quand l'internaute arrive dessus, Google Analytics va tout simplement, si on autorise les cookies, alors je vais remontrer parce que, hop, voilà, j'ai rouvert ton site. Quand on arrive sur un site internet, et notamment donc sur le tien, Monique, on a souvent, voilà, politique d'utilisation des cookies, est-ce que je refuse et j'accepte. Et comme tout à l'heure, j'ai refusé, après voilà, c'est parvenu, c'est pour ça que je ne l'avais pas. Donc on a souvent ce bandeau de cookies qui est là ou qui est en bas de page. Donc les cookies, c'est quoi pour bien comprendre? C'est quand on va sur un site internet, il y a des choses qui se mettent en place. Donc je reprends l'exemple des statistiques. Ici, si j'accepte les cookies, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'en fait, Google Analytics va mettre un petit fichier sur mon ordinateur, donc sur l'ordinateur de l'internaute. C'est pas un virus, c'est vraiment tout simplement un petit fichier pour récolter un certain nombre de données. Donc, à savoir quelles sont les pages du site que j'ai visité, combien de temps je suis resté, ma géolocalisation, pardon, et voilà, tout un ensemble de données. Et ça, ce sont les cookies. Et depuis quelque temps, notamment depuis la fameuse loi RGPD, et après ça s'est un petit peu renforcé, on est obligé, quand on crée un site internet, de demander l'autorisation à l'internaute quand on lui prend des données. Donc, si j'accepte, ce fichier va se mettre en place, donc ce petit fichier de cookies qui va permettre au propriétaire du site d'avoir un certain nombre de données, donc de toi, Monique, d'avoir un certain nombre de données. Par contre, si je refuse ces fameux cookies, ben là, tout simplement, Google Analytics ne pourra pas prendre mes données et je n'aurai pas de fichier sur mon ordinateur. Donc ça, c'est important. Hop, je vais revenir sur le site. Donc c'est important d'expliquer tout simplement à l'internaute
Qu'est-ce qu'on récolte comme données, qu'est-ce qu'on utilise et qu'est-ce qu'il a le droit d'accepter et de refuser. Et notamment, en effet, il faut qu'il ait à tout moment, donc par exemple tout à l'heure moi j'ai refusé, à tout moment, quand il navigue sur le site, il doit pouvoir revenir sur sa décision. Donc là, tu as paramètre des cookies, c'est très bien. L'internaute doit pouvoir à tout moment accepter ou refuser les cookies et donc pouvoir revenir sur sa décision. Parce qu'on voit beaucoup sur les sites internet le fameux bandeau de cookies et ensuite on ne le voit plus et on n'a plus aucun moyen de revenir en arrière. Non, c'est une obligation légale de pouvoir revenir sur les cookies. Ça, c'est important. On va revenir sur mon site internet pour que je t'explique un petit peu plus en profondeur ces 3 pages. Donc, vous avez, en général, on les met en bas de page, tout simplement. Donc moi, j'ai la page mention légale, la page politique de protection des données personnelles et la page charte d'utilisation des cookies. Sachant que des fois, sur beaucoup de sites, et voire la plupart, ces 2 pages sont ensemble. Donc il n'y a pas de souci. Et en plus, comme je vends aussi en ligne, quand vous vendez en ligne directement sur Internet, sur votre site Internet, vous avez l'obligation légale de mettre vos conditions générales de vente aussi en ligne. Ça, c'est important. Alors, sur ta page mention légale, Monique, il faut retrouver un certain nombre d'informations. Donc là, je ne vais pas détailler, sinon on va passer des heures, mais tout simplement, ce que je t'invite à faire et ce que je vous invite à faire pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est d'aller sur mon site, d'aller en bas de page, et de regarder ces 3 pages et voir le texte que j'ai mis et bien sûr de l'adapter à votre domaine d'activité, etc. Il faut tout simplement, notamment au tout début, les coordonnées. Donc, même si on met pas ces coordonnées dans Me contacter, ce qui n'est pas une obligation, c'est une obligation légale de mettre l'adresse du siège de l'entreprise, de mettre votre adresse mail, votre numéro de téléphone et ensuite tout ce qui va constituer un petit peu l'identité de votre entreprise. Numéro de SIRET, code APE, etc. L'activité exercée, le directeur de publication, ça c'est obligatoire, ça c'est pas important. L'hébergement, chez qui vous êtes hébergé, etc., etc. Alors toi Monique, c'est Jindo qui héberge le site, donc il faut simplement rajouter ici site créé via la plateforme Jindo. Voilà, point barre. Et normalement, est renvoyé vers la page, donc vous avez vu ici, je renvoie vers la page de politique de confidentialité de l'hébergeur. Donc toi, entre Monique, c'est renvoyé vers la page de politique de Jindo. Et voilà, il y a un certain nombre de choses à regarder, tout ce qui est protection des données personnelles, etc. Donc ça, c'est la page mention légale. Je ne détaille pas, sinon on peut passer des heures. Ensuite, vous avez la page politique de protection des données personnelles, ou certains aussi la nomment politique de confidentialité. Et ici, on va retrouver un petit peu à qui s'adresse cette politique, quelles sont les données qui sont collectées sur le site, comment je les traite, la durée de conservation des données, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important de le mettre en place. Qu'est-ce que je fais sur mon site? Quelles sont les données que je collecte sur mon site? C'est très important. Et moi, donc, j'ai fait une page à part sur la charte d'utilisation des cookies, et à savoir, c'est quoi un cookies et quels sont les cookies que j'utilise. Donc, là, j'explique les cookies. Ça va, donc, on a parlé de Google Analytics. Par exemple, moi, j'ai un plan Google Maps ici, sur ma page Me contacter. C'est aussi, si les personnes acceptent les cookies, eh bien, Google Maps va laisser un petit fichier sur l'ordinateur pour récolter des données, etc., etc. C'est à partir du moment où je récolte des données que je dois mettre en place les fameux cookies. Donc voici pour la partie légale. Je passe rapidement parce que c'est aussi propre à chaque site. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à aller directement sur mon site internet et à vous approprier mon texte, mais surtout à le modifier, notamment au niveau de la page mention légale, pour le mettre par rapport à votre activité. Alors, on va maintenant parler du référencement. C'est quoi et pourquoi c'est important? Alors, quand on est un entrepreneur, en règle générale, quand on crée un site internet, c'est pour être visible sur internet et notamment avoir de nouveaux clients. Et donc, par rapport à ça, il y a la notion de référencement qui est très importante. Alors, le référencement, c'est quoi?
C'est tout simplement quand quelqu'un fait des recherches sur les moteurs de recherche, donc on va parler de Google parce que Google c'est le numéro un des moteurs de recherche. Quand on fait des recherches, ça va tout simplement où se positionne votre site internet. Donc quand on tape quelque chose, donc là par exemple j'ai tapé psychogénéalogie, c'est ce qu'on appelle un mot-clé. Donc l'internaute va taper des mots-clés sur internet et en tapant ces mots-clés, c'est où se situe votre site internet dans les résultats. Sachant qu'en général, on regarde les premiers résultats, on va rarement vers la fin et encore moins dans les deuxième, troisième et quatrième pages. Donc ça, il faut vraiment travailler ce positionnement. Et comment on travaille ce positionnement? On va tout simplement se poser et réfléchir, OK, qu'est-ce que l'internaute va taper comme mot-clé pour me trouver? Et par rapport à ça, il va y avoir en fait 3 types de mots-clés qu'on va taper. On va taper des mots-clés en relation avec notre domaine d'activité, notre travail, nos méthodes, etc. Donc là, par exemple, j'ai tapé psychogénéalogie. On va taper aussi des mots-clés en relation aussi d'un point de vue géographique. Quand on cherche quelqu'un, une personne, un ostéopathe, etc., on va le chercher localement. Donc là, par exemple, j'ai tapé psychogénéalogie Dompierre-les-Églises. Donc Dompierre-les-Églises, c'est où se situe Monique. Et quand je clique, en effet, si je descends un petit peu, ici, Monique, tu vois, j'ai trouvé ton site internet. Donc il y a ces premiers types de mots-clés, et il y a un troisième type de mots-clés qu'il ne faut pas oublier et qui est souvent sous-estimé. La personne, elle va taper, donc elle recherche quelqu'un, mais souvent aussi, elle recherche des réponses à ses questions. Donc la personne va taper des problèmes, des douleurs, des questions. Donc là, par exemple, j'ai tapé la psychogénéalogie, comment guérir de sa famille. Voilà, c'est comment se libérer des angoisses de ses ancêtres, etc. Souvent, voilà, c'est quelque chose qu'on oublie mais qui est très puissant. Souvent, les personnes aussi, elles recherchent des questions sur Internet. Et ça, c'est un point très important. Donc, quand on a un site Internet, la première chose qu'on doit faire, c'est se poser et trouver ces fameux mots-clés. C'est-à-dire que se mettre à la place de l'internaute qui nous recherche, qu'est-ce que la personne tape sur Internet, dans Google, pour me trouver. Donc, on va lister un certain nombre de mots. Alors, en général, c'est plutôt des expressions, hein. Vous voyez, c'est pas un seul mot, c'est plusieurs. Et c'est très important de faire cette liste avant de faire quoi que ce soit. Je vais vous expliquer par la suite. Et vous allez certainement me dire, mais pourquoi mettre des noms de villes? Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes, notamment des coachs thérapeutes, qui me disent, mais moi je travaille en ligne, je peux travailler au niveau national. Donc je ne vais pas me limiter en termes de communes, en termes de villes. Ok, là-dessus, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il faut comprendre que c'est beaucoup plus facile de se positionner dans Google, donc d'avoir son site bien référencé, en associant des mots liés à notre métier, nos méthodes, etc., et des mots liés au nom de ville. Je vous donne un exemple très concret ici. Je vous ai mis ici psychogénéalogie. Voilà. Et ici, je vous ai mis psychogénéalogie Dompierre-les-Églises. Alors, je ne connais pas Dompierre-les-Églises, si c'est une commune assez grande ou pas, mais ça va être beaucoup plus facile de se positionner le site internet ici, hein, c'est le cas, hein, il est déjà référencé ici, que de le référencer sur ce thème. Donc, même si vous travaillez au niveau national, c'est très puissant d'abord, dans un premier temps, de mettre des mots-clés localement. Exemple concret, de mon côté, je travaille au niveau national, j'ai même des clients en Belgique, et pourtant, j'ai travaillé des mots-clés géographiques par rapport à ma région, donc je suis dans le sud-ouest, à Bayonne, et j'ai travaillé les mots-clés Bayonne, Biarritz, Pau, etc. Et ce qui me permet d'avoir des clients localement, et c'est même si je peux travailler au niveau national. Donc rappelez-vous ça, je sais qu'il y en a qui ont encore du mal, mais c'est techniquement plus facile d'être référencé, donc de bien positionner votre site internet localement que nationalement. Et ce que vous pouvez faire par rapport à ça, vous faites une zone de chalandise, donc en fait, ici, on a donc Dompierre-les-Églises qui est ici, ben, vous faites un rond autour de la commune sur laquelle vous voulez travailler et vous listez quelques noms de villes. Donc là, par exemple, on a Limoges, on a Poitiers, etc., Châteauroux, et vous prenez pas des communes trop petites et vous listez ces noms de villes. Alors, mettez-en pas non plus une quinzaine, hein, mais c'est important de travailler ces mots-clés. Alors, je sais que toi, Monique, tu m'as dit que par rapport à tes ateliers, les stages que tu proposais, etc.,
tu avais beaucoup de personnes qui venaient de l'extérieur, mais travaille quand même ces mots-clés géographiques sur ton site internet, c'est très important. Alors là, vous allez me dire, ok, une fois que j'ai listé ces mots, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, tout simplement, au sein de votre contenu rédactionnel, parce que c'est le contenu rédactionnel qui est très important, il va falloir retrouver ces mots-clés régulièrement pour être positionné. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google, qu'est-ce qui se passe? Il va scanner régulièrement vos sites internet, les pages de votre site internet, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder si, par exemple, le mot-clé ici, psychogéologie, est mis régulièrement dans votre site. Et s'il voit ce mot-clé régulièrement dans votre site, donc les différents mots-clés que vous avez listés sur un papier, il va se dire, ok, cette personne, elle parle en effet de cette thématique, donc je vais la positionner à tel endroit sur les résultats de recherche. Donc voilà comment fonctionne un petit peu le référencement, et c'est pour ça que c'est vraiment très très important de déterminer les mots-clés avant de construire un site internet. Donc sur un site internet, ce qui va faire la différence, surtout en termes de référencement, donc votre position, où est positionné votre site internet, ça va être le contenu rédactionnel. Google va en fait passer sur votre site internet et il va scanner régulièrement les pages de votre site internet. Et il va regarder si le contenu est intéressant et en relation avec les mots-clés que tape l'internaute. Si votre contenu est intéressant et qu'il voit régulièrement ces mots-clés, il va tout simplement bien vous positionner dans les résultats de recherche. Si votre contenu est intéressant, mais qu'à aucun moment donné, vous avez les mots-clés que les personnes tapent sur Google, mais votre site ne sera tout simplement pas référencé. Donc c'est ça vraiment qu'il faut garder en tête, c'est je réfléchis qu'est-ce que l'internaute tape dans Google pour me trouver, et une fois que j'ai réfléchi à ces différents mots-clés, je vais les mettre sur mon site internet. Et maintenant, je vais t'expliquer, Monique, et je vais vous expliquer comment mettre en place ces mots-clés. Donc ce qu'il faut, c'est que chaque page du site doit être bien hiérarchisée. Et je parle de pages parce que c'est important qu'un site internet ait plusieurs pages. Les sites qu'on appelle web pages, qui ont été à un moment donné très prisés, mais en fait ce qui se passe, c'est que tout le contenu était que sur une seule page. Et les moteurs de recherche tels que Google n'aiment pas ça. Ils veulent plusieurs pages, donc ça c'est important que le site internet ait plusieurs pages, avec du contenu forcément intéressant. Parce que si vous avez un site avec 100 pages et qu'il n'y a aucune notion de mots-clés à l'intérieur et que le contenu n'est pas intéressant, vous ne serez pas référencé. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler le contenu rédactionnel. Et ce qui va se passer, c'est que sur chaque page, le contenu doit être hiérarchisé. Alors ça veut dire quoi? C'est un peu comme un mémoire, comme un rapport de stage. On va avoir des titres, des sous-titres, des paragraphes, des images, des boutons pour envoyer vers une autre action, par exemple prise de rendez-vous, contact ou vers une autre page, etc. Il va falloir pas seulement avoir simplement du texte, comme on a ici, mais avoir plusieurs titres du texte, etc. pour hiérarchiser le contenu. Donc là, on voit, Monique, que tu as du texte. Ici, tu as un titre. Donc, tu as des images, ça c'est très bien. Et ensuite, tu as du texte. D'accord? Mais au sein de ton texte, alors il y a beaucoup le mot lumière parce que c'est ce que tu as envie de mettre en avant, etc. Donc les jeux de lumière, etc. Mais les personnes, il faut que tu penses qu'elles ne vont pas taper lumière pour te trouver. Elles vont taper plutôt yoga, ostéopathe, psychogéologie, etc. Donc il faut creuser un petit peu plus, parce que je ne connais pas assez ton activité en profondeur. Mais c'est vraiment, vraiment ça qu'il va falloir aller rechercher. Et surtout, travailler les problématiques, les besoins de tes clients. On y reviendra tout à l'heure sur la page d'accueil, quand je vais détailler la page d'accueil. C'est vraiment important de parler en termes de problèmes, de questionnement. Et quand on fait une page d'un site internet, hop, je vais revenir sur ce site-là. Alors, je passe la page d'accueil parce que on va en reparler après. Je vais prendre tout simplement une autre page. Quand on est sur une page, il faut hiérarchiser le contenu avec des titres, des sous-titres, du texte, etc. Ça, c'est très important, puisque Google, quand il va scanner le site, il va voir en fait le côté technique, ce qu'il y a sous le capot. Et s'il n'y a que du texte, lui, il voit ça en ce qu'on appelle entre des balises P, ça ne va pas lui plaire. Il va falloir ce qu'on appelle des titres 1, titre 2, titre 3,
du paragraphe, etc. Donc, il faut savoir que le titre 1, ça va être le premier titre et il y en a un seul par page. Donc, si on revient sur la page d'accueil, ici, c'est mon titre 1, ce que j'appelle le titre 1, et il y en a un seul par page. Et le titre 1, c'est quoi? C'est en règle générale, quand on met, quel que soit le système que vous utilisez pour créer votre site internet, en général, c'est quand on fait ajouter une page, c'est le titre qu'on met tout en haut. Voilà, c'est le titre 1. Et il n'y en a qu'un. Par contre, si j'ai montré la page d'accueil, c'est qu'en termes de design, je fais ce que je veux. Vous voyez ici, ça c'est mon titre 1, ça c'est un titre 2, et ça c'est un titre 3. Alors, titre 1, titre 2, titre 3. Et bien visuellement, mon titre 1 est plus petit que mon titre 2. Ça n'a pas d'importance. Par contre, techniquement, j'ai vraiment mon titre 1 qui est le premier titre. Ça vous paraît peut-être technique, mais il faut vraiment retenir, j'ai un seul titre 1 et c'est le premier, c'est important pour Google. Et ensuite, je vais avoir mon titre 2, mon titre 3. Si je repars sur ma page d'offres, voilà, ici je vais avoir un titre 1, ensuite je vais avoir du texte, titre 2 du texte, titre 2, titre 3 du texte, etc. Je vais hiérarchiser mon contenu rédactionnel comme je l'expliquais, comme un mémoire, un rapport de stage. Et au sein de ce contenu, je vais revenir sur la page d'accueil, au sein de ce contenu, je vais y placer des mots-clés. Donc ici, sur ce site-là, on travaille autour de tout ce qui est psychologue, hypnothérapeute, autour géographiquement de Toulouse, et on va parler de tout ce qui est souffrance au travail, burn-out, reconversion professionnelle, etc. Et pour que le site soit bien positionné dans les résultats de recherche de Google, il va falloir que je retrouve ces mots-clés régulièrement au sein de mon site et notamment de la page d'accueil. Donc là, vous voyez, j'ai un titre 1, un titre 2, un titre 3 avec les mots-clés à l'intérieur. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil, je retrouve les mots-clés. Je retrouve des mots-clés. On peut mettre en gras dans le texte des mots-clés. Ça, c'est aussi important pour le référencement. Ici, je retrouve aussi des mots-clés, etc. Donc, vous voyez vraiment que donc les pages sont toutes relativement longues parce que c'est important. Google privilégie le contenu qui est long, mais le contenu qui est pertinent. Je retrouve ici encore régulièrement des mots-clés. Alors, vous avez vu que les mots-clés, ils ne sont pas lancés comme ça. Attention, j'en vois encore qui disent « Ok, il faut que je mette des mots-clés », donc ils vont énumérer tous les mots-clés. Non, surtout pas. Ça, Google n'aime pas et ça fait l'effet inverse. Il va mal, voire pas du tout, référencer votre site internet. Il faut faire les mots-clés sous forme de phrases, que le contenu rédactionnel soit digeste. Vous lisez votre texte, si vous le trouvez agréable à lire, digeste, etc., c'est bon. Si vous vous rendez compte que vous ne faites qu'énumérer vos mots-clés et qu'en fait ça ne ressemble à rien et on ne comprend pas, ça ne sert à rien, refaites votre texte. Le texte, on doit pouvoir le lire. Ce n'est pas une suite de mots-clés comme je vois à certains endroits. Ça, c'est vraiment important à retenir. Mais voilà, si vous regardez ce site en profondeur, vous allez voir qu'on retrouve régulièrement les mots-clés, les titres, les sous-titres, les paragraphes, etc. Donc c'est ça qu'il faut faire sur chaque page, la page d'accueil, la page à propos, etc. Peut-être un peu moins sur la page contact, mais sur toutes les autres pages, il va falloir hiérarchiser votre contenu avec des titres, etc. Et au sein des interfaces que vous utilisez pour créer le site, je pense que Jimdo, ça doit être pareil, c'est voilà, j'ajoute une page, le titre que je mets en haut, c'est le titre 1, et ensuite, quand je crée du texte, on me demande de choisir si c'est un titre 2, un titre 3, un paragraphe, etc. C'est comme ça que vous allez pouvoir hiérarchiser vos pages. Une fois que vous avez hiérarchisé vos pages, il y a quelque chose qui est très puissant pour le référencement, donc qui va vous permettre d'optimiser et de mieux positionner votre site dans les résultats de recherche de Google, c'est ce qu'on appelle le maillage interne. Le maillage interne, c'est quoi? C'est tout simplement faire des liens entre vos pages. Alors ça, on l'a déjà via le menu. Le menu ici, en cliquant dessus, j'ai vais bien sûr d'une page à l'autre. Mais au sein des pages, au sein du texte, on va aussi faire des liens entre les différentes pages. Je vais vous montrer un cas concret. Hop, 'Hop, 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 '
ici sur l'article de blog, j'ai tout simplement fait au sein de l'article des liens vers, ici par exemple, un autre article. Plus loin, j'ai fait ici un lien vers tout simplement la page d'accueil. Et plus loin, ici, j'ai fait un lien vers une offre. Ici, et je ne sais pas si vous faites attention, mais au niveau des liens, j'ai pas marqué, comme souvent on voit, cliquez ici, pour en savoir plus, cliquez ici. Je clique sur cliquer ici et j'arrive sur la page. Non, j'ai fait un lien sur le mot-clé. Ça, c'est important. Burnout, c'est un mot-clé sur lequel on a voulu travailler sur ce site internet. Donc, j'ai fait un lien vers une autre page sur ce mot-clé. Même chose plus loin. Ici, j'ai le mot-clé psychologue et hypnothérapeute. Et si je clique dessus, je vais retomber sur une autre page. Donc, j'ai fait un lien sur un mot-clé. Même chose ici, bilan mal-être au travail. Donc, ça va me renvoyer sur la page d'offre. Donc, j'ai fait le lien sur le mot-clé. Le maillage interne, c'est quelque chose de très, 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 très simple à faire. Et c'est aussi quelque chose de très puissant. Donc, moi, vraiment, ce que je te conseille, donc Monique et les autres personnes qui regardent cette vidéo, c'est de reprendre toutes les pages de votre site. Une fois que vous avez retravaillé le contenu, les mots-clés, etc., c'est de faire sur chaque page au minimum 2 liens vers d'autres pages. Ça, c'est vraiment très, très puissant. Mais ça, c'est vraiment à faire une fois que vous avez bien retravaillé avec du contenu qui est pertinent, en plaçant les mots-clés régulièrement dans les titres, les sous-titres, les paragraphes, etc. Alors, tout à l'heure, on avait parlé du blog. Donc, Monique, tu n'as pas de blog. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, oui, mais un blog, ça prend du temps. Ou d'autres personnes qui me disent, oui, mais un blog, on me dit que c'est inutile, que ça sert à rien, etc., etc. Le blog est vraiment très important. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple concret. J'ai réalisé un site internet il y a quelques années pour une personne, pour une cliente. Le site était très bien référencé sur les mots-clés. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne a un blog sur son site, ne s'en est jamais servi. Il y avait simplement eu 3 articles, parce que je lance toujours, quand je crée un site internet, 3 articles au niveau du blog. Et en fait, elle n'a jamais retravaillé le contenu de son site internet et elle n'a jamais ajouté d'article de blog. Et c'est vrai qu'en général, le contenu d'une page d'accueil ou des offres ou de la partie qui suis-je, on va pas souvent le modifier, à moins qu'on voilà, on change complètement nos offres, etc. Mais c'est quand même des textes qui restent assez figés. Et ce qui se passe, c'est que Google, donc les moteurs de recherche, vont passer régulièrement sur votre site et vont scanner toutes les pages, mais régulièrement. Et à un moment donné, au fur et à mesure du temps qui va passer, si il se rend compte que votre site ne bouge pas, que vous avez un contenu rédactionnel pertinent, mais que ce contenu ne bouge pas, et qu'un de vos concurrents ou confrères a un site internet, mais avec du contenu, lui, qui bouge, et du contenu intéressant, tout simplement, votre site va dégringoler et les sites de vos concurrents vont monter. Et c'est ce qui s'est passé pour une cliente. Elle n'a jamais travaillé le contenu rédactionnel, elle n'a jamais fait d'article, et au fur et à mesure du temps, son site, tout simplement, on ne le trouve plus qu'en 4e ou 5e page de Google, parce qu'elle ne l'a tout simplement pas rafraîchi. Et comment on fait pour rafraîchir un site internet? Eh bien, tout simplement, ça va passer par les articles de blog. Le fait de faire des articles régulièrement et des articles pertinents vous montrer aux yeux de Google que votre contenu est intéressant, mais surtout qu'il bouge, que votre site n'est pas figé. Et ça va vous permettre de rester en bonne position et aussi de monter dans les positions, dans les résultats de recherche. Donc ça, c'est vraiment très important. Un blog, c'est vraiment très important pour votre site internet. Et une autre chose qui est importante, tout à l'heure, je vous expliquais qu'il y avait 3 types de mots-clés. Et le 3e type, c'est souvent des questions, des problématiques, des douleurs que les personnes vont taper dans Google. Et quand vous travaillez bien vos articles de blog, donc on peut faire des articles sur vos événements, etc., ou mettre en avant des témoignages, mais c'est très important de faire des articles sur des questions, des problématiques. Si je reprends ce blog à ce niveau-là, hop, on voit vraiment burn-out, les 7 signes qui ne trompent pas, reconversion, et si c'était trop tard, pourquoi je pleure tous les dimanches soirs, enfin voilà, on a mis des mots-clés et on a vraiment travaillé sur les problématiques, les douleurs, sur les questions des personnes. Et c'est vrai que souvent on tape
les 10 astuces pour la gestion du stress, des choses comme ça, ou les 5 erreurs à pas faire. Et c'est vraiment à toi, Monique, et à vous de travailler, de trouver des thématiques d'articles qui puissent comme ça répondre à des questions, des besoins de vos clients. Et je vais vous montrer aussi un exemple concret sur mon site internet. Hop, j'ai cet article qui a été fait il y a des années et qui me rapporte énormément de monde sur mon site internet. C'est d'ailleurs, je crois, l'une des pages qui me rapporte le plus d'internautes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est régulièrement tapé sur internet. Et quand je tape comment choisir mots-clés, page d'accueil site web, oui, souvent on ne fait pas forcément des phrases, on met des mots comme ça, eh bien mon site, cette page, cet article de blog arrive en première position. Ici, c'est ce qu'on appelle les résultats sponsorisés. Ce sont en fait des personnes qui ont payé Google pour arriver à ce niveau-là. Et donc dans les premiers résultats, ce qu'on appelle référencement naturel, SEO, donc là, moi, j'ai pas payé pour arriver ici, j'ai tout simplement travaillé sur mon contenu rédactionnel, eh bien, je suis en première position. Et donc, c'est pour ça que je vous montre vraiment l'importance du blog. Ça va à la fois faire comprendre à Google que votre site internet n'est pas figé, qu'il bouge, et surtout, ça va vous permettre de positionner certains articles sur des requêtes des internautes et de vous rapporter du trafic sur votre site et peut-être des futurs clients. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre qu'un blog, il faut le travailler et faire des articles régulièrement. Alors souvent, on va me dire, oui, mais c'est difficile, etc. Alors je ne vous cache pas que moi aussi, au début, ça a été difficile. Je suis pas quelqu'un, je pensais que je ne savais pas écrire, sauf que c'est comme tout, quand c'est nouveau, ça prend un petit peu de temps. Et après, vous allez voir que rapidement, vous allez réussir à trouver un certain nombre de thématiques et vous allez réussir à écrire pour Internet et à écrire pour l'internaute. Et ce qu'il faut penser aussi, votre article de blog, pareil, il est hiérarchisé. Il a un titre 1, il a une image. Moi, je mets toujours une introduction, un titre 2, paragraphe, image, un titre 2, paragraphe. On peut aussi mettre des titres 3, etc. Mais pareil, l'article de blog doit aussi être hiérarchisé et avoir les mots-clés de la thématique régulièrement dans les titres, les sous-titres, les paragraphes, etc. Et le blog, on me demande souvent en termes de fréquence, combien d'articles je dois faire. Alors, il faut en fait plutôt le penser différemment. Vous vous dites que dans une année, il y a 12 mois. Donc en gros, un article par mois, ça fait 12 articles. Vous multipliez par 2, ça fait 24 articles. 24 articles à faire sur une année, c'est pas si énorme que ça. Donc en gros, ça ferait 2 articles par mois à faire. C'est vrai que l'idéal, c'est un article par semaine, mais si vous arrivez, et c'est vraiment facile de le faire, 2 articles par mois, ce serait vraiment super. Et ce que vous pouvez aussi surtout faire, moi c'est ce que je fais, c'est que je ne vais pas au dernier moment me dire ah mince, il faut que j'écrive un article, j'y vais. Non, je me bloque un créneau par mois. Je vous dis n'importe quoi, par exemple tous les lundis après-midi, le premier du mois, je vais créer mes articles. Et en fait, vous créez plusieurs articles. Quand on commence à faire une tâche et qu'on réalise cette tâche plusieurs fois dans la même, faire du batching, en fait, hein, dans le même moment, on va être beaucoup plus efficace. Et vous allez pouvoir après, alors Jimdo, je ne sais pas, mais la plupart des plateformes vous permettent, en fait, derrière, la plupart des systèmes pour créer un site internet, vous permettent de programmer vos articles. Donc, vous rentrez tous vos articles, vous les programmez pour telle date et telle date, et comme ça, vous êtes tranquille. Vous ne faites pas vos articles au dernier moment. Mais franchement, 2 articles par mois, c'est vraiment largement faisable. Alors attention, au niveau du blog, c'est vrai que j'entends souvent des personnes, oui, mais ça sert à rien, j'ai pas de résultats, etc. Je vais pas vous mentir, le blog, c'est quelque chose qui se travaille et on voit les résultats à long terme, pas à court terme. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes arrêtent, parce que malheureusement, la société d'aujourd'hui, on veut tout de suite, mais un blog, c'est pas le cas. On a vraiment les résultats 1 an et demi. Voilà, donc oui, c'est long, mais en même temps, quand on a une entreprise, on souhaite que ça dure dans le temps, notre entreprise. Donc on se dit qu'au final, les résultats 1 an et demi après, on peut se permettre d'attendre un petit peu. Mais bien sûr, c'est pas au bout d'1 an et demi, on arrête le blog. Non, on continue toujours de l'entretenir
avec au minimum, je dis bien au minimum 2 articles par mois, mais c'est vrai qu'on va avoir les résultats à long terme et pas à court terme, et c'est souvent pour ça que les gens arrêtent avant. Donc le blog, oui, trouvez les bonnes thématiques, parce que si vous ne mettez que des articles qui parlent de vos événements, de vos salons, etc., ça ne va pas marcher. Il faut vraiment mettre aussi, la plupart du temps, des articles en relation avec les problèmes, les besoins, les douleurs de vos clients. Et ensuite, en faire régulièrement, et il faut être patient. Donc là, je vous ai vraiment montré un exemple concret de blog. Voilà, les 5 erreurs qui aggravent votre burn-out. Tout ce qui est les 5 erreurs, les 5 astuces, etc., enfin les X quelque chose, c'est quelque chose qui marche bien et vous allez pouvoir vous positionner dans les résultats à ce niveau-là. Donc une fois que le blog est en place, ce qui est important et ce qui va aussi être important pour le référencement, ce sont les témoignages. Les témoignages vont apporter de la confiance, mais ils vont aussi permettre d'optimiser votre référencement. Et ce qui est important aussi, alors je ne sais pas si Monique tu en as eu, puis je sais que tu n'es pas très à l'aise avec l'informatique, mais quand on a une entreprise, ce qui est très important, c'est d'avoir une fiche Google Entreprise. Donc c'est quoi une fiche Google Entreprise? On a tout simplement un compte Gmail, on remplit une fiche entreprise, Google nous enregistre par rapport à ça, et ça nous permet, donc là par exemple ici c'est la fiche de mon entreprise, ça nous permet d'optimiser notre référencement. Il faut savoir que tout ce qui appartient à Google, en quelque sorte, va vous permettre d'optimiser votre référencement. Et sur Google, on peut laisser des avis. Alors, je suis un mauvais exemple, j'ai que 10 avis sur mon site, et encore, en quelques temps, j'en ai eu plusieurs. Je n'arrête pas de dire à mes clients que les témoignages, c'est important, et qu'il faut demander des témoignages et que les personnes laissent leurs avis directement sur la fiche Google, parce que ça a vraiment un apport en termes de référencement. Et moi, je ne le faisais pas. Donc, je suis en train de remédier à tout ça, et je suis en train de contacter tous mes anciens clients pour avoir des avis. Mais non, ça, c'est vraiment important. Donc, j'ai pas trouvé de fiche, Monique, par rapport à toi sur Google. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur Google, se créer un compte Gmail et se créer une fiche Google où on va rentrer le nom de son entreprise, son adresse, son numéro de téléphone, les horaires. Alors attention, petite astuce, même si vous n'avez pas d'horaire, je vous conseille et quasiment vous oblige à mettre des horaires. Parce que si vous n'avez pas d'horaire, régulièrement, Google va supprimer votre fiche ou va la fermer en fait. Elle ne sera plus visible. Et c'est ce qui m'est arrivé moi régulièrement, parce que je ne voulais pas forcément mettre d'horaire de bureau. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en ne mettant pas d'horaire, ma fiche était, et mes clients c'était pareil, leur fiche était régulièrement fermée. Donc pas visible à l'internaute. Donc ça, c'est un gros point à faire. Vous mettez des horaires. Ça, c'est important. Et ensuite, à chaque fois que vous avez fini une prestation avec quelqu'un, vous lui envoyez un petit message pour qu'il vous laisse un avis directement sur Google, et vous verrez que ça a un impact vraiment important sur votre référencement. Alors, si je récapitule au niveau du référencement, donc c'est important de travailler ces mots-clés, donc de savoir qu'est-ce que l'internaute tape pour me trouver. Ensuite, ces mots-clés, c'est important de les avoir régulièrement dans les différentes pages, donc dans les textes. C'est important de hiérarchiser le contenu, donc chaque page doit être constituée de titres, de sous-titres, de textes, etc. Et au sein de ces différents titres, sous-titres, textes, on va retrouver ces fameux mots-clés. Important de faire ce qu'on appelle le maillage interne, c'est-à-dire de faire des liens sur des mots-clés au sein des pages. Donc, on a forcément les liens dans le menu, mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire des liens au sein des pages. Donc, toujours le contenu rédactionnel très important. Le maillage interne, donc là on en a parlé, et le blog, pour pouvoir permettre au site de montrer à Google que le site vit, et de se positionner sur des mots-clés par rapport à tout ce qui est questionnement, douleur, problématique des personnes. Les témoignages sont aussi très importants. Et on va aborder un dernier point. Alors je sais que Monique n'est pas forcément à l'aise avec l'informatique, donc là je t'envoie plein d'infos. Mais voilà, j'aime bien quand même aller au bout des choses, même si là je n'explique pas tout en termes de référencement. Il y a un dernier petit point que je vais aborder vraiment très simplement, c'est ce qu'on appelle vulgairement les campagnes de netlinking. Les campagnes de netlinking, c'est quoi? C'est tout simplement ce que moi j'appelle le bouche à oreille du web. C'est plus tu as de sites qui vont parler de toi, plus, entre guillemets, tu as d'amis qui vont parler de toi, plus ton site aussi va
être mieux positionné au niveau du référencement, donc on va gagner en termes de placement. Donc ça, en fait, c'est quoi? Ce sont des prestations que je fais. Il y a aussi des plateformes en ligne qui le font. Toi aussi, Monique, tu peux le faire, mais c'est peut-être un peu plus compliqué pour toi. Mais en fait, tout simplement, on va demander à d'autres sites internet de faire un article sur toi, par exemple, Monique, sur un mot-clé spécifique. Et je vous avais pas tout à l'heure de maillage interne, mais c'est exactement la même chose. Hop. Donc on va dire que là, il y a un site qui parle de toi, Monique, de ce que tu fais, de tes prestations, etc. Et il va faire un lien vers ton site. Mais il ne va pas faire un lien en disant allez voir le site de Monique, cliquez ici et hop, on clique, on arrive sur ton site. Non, ça ne sert à rien. Ça va être la même chose. Il va faire un lien sur un mot-clé. C'est-à-dire qu'on va définir les mots-clés qui sont importants et on va se positionner sur les mots-clés. Et la personne va faire un article sur son propre blog, parler de toi, et au sein de l'article, sur un mot-clé, il va faire un lien vers ton site. On clique dessus et on arrive vers ton site. Là, ça s'appelle en fait ce qu'on appelle un backlink. Voilà, le petit mot vulgaire que je vous lance comme ça. C'est le fameux lien qu'on va faire. Et ça, c'est très très puissant. Et il faut savoir qu'en fait, plus on a de personnes qui parlent de nous, plus notre site va augmenter. Alors, bien sûr, je donne toujours cet exemple concret. Si tu demandes au journal local de ta commune de 300 habitants de te faire un article et qui faire un lien vers ton site, ça a beaucoup moins d'impact que si c'est le site du Monde ou du Courrier international qui parle de toi et qui fait un lien vers ton site. On est bien d'accord. Il y a le terme en fait de popularité qui est important. Plus un site est populaire et parle de toi, plus tu vas booster au niveau de ton référencement. Par contre, il y a un point important à prendre en compte, c'est que ce qu'on appelle les campagnes de netlinking, c'est très puissant. Par contre, attention pour ceux notamment qui écoutent cette vidéo, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, ah ok, Claudia m'a dit qu'il fallait faire des liens, je vais en demander à tout va, aujourd'hui je vais demander 50 liens, et après plus rien. Non, attention. Ce qui se passe aussi, c'est que Google, il voit quand on essaie de lui forcer la main. Et si vous voulez faire 50 liens maintenant et plus rien après, il va se dire, attends, le coco, il essaie de me forcer la main. Donc, il va faire l'effet inverse. Il va vous dégringoler dans les résultats, voire complètement vous blacklister. Donc, les campagnes de netlinking, c'est très puissant. Mais en fait, il faut les faire tout au long de la vie du site et par parcimonie. Pas par bloc comme ça, mais en faire tout au long de la vie du site. Alors, il y a beaucoup de clients qui me disent, mais je dois faire combien de liens, etc. Il n'y a pas de nombre type, ça va aussi dépendre de la concurrence, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais grosso modo, et ça va aussi dépendre de votre budget, puisque c'est un coût, en général ce sont des personnes qui vont faire ça à votre place. Donc une vingtaine de liens par an minimum, ça a un effet positif sur votre site internet. Donc ça, c'est pas que c'est plus technique, c'est que je pense que c'est plus un métier à part, je pense que c'est plutôt quelque chose qu'il faut déléguer que le faire soi-même. Mais c'est aussi quelque chose de très puissant. Et comme les articles de blog, il faut faire ça tout au long de la vie du site internet. Alors si je prends du temps pour t'expliquer le référencement, qui paraît un petit peu technique, c'est vraiment parce que c'est très important et c'est vraiment le nerf de la guerre. Quand on crée un site internet, c'est ce que j'expliquais, on a un objectif quand même, c'est d'être visible, donc que les personnes viennent sur notre site et aussi d'avoir des contacts et des futurs clients. Eh bien, si on ne comprend pas le référencement et si on ne l'applique pas sur son site internet, tout simplement, ça ne sert à rien. Notre site internet, entre guillemets, ne sert à rien. C'est pour ça que je passe toujours un petit peu de temps à expliquer ce que c'est le référencement, les mots-clés et comment l'appliquer. Et là, on va d'ailleurs le voir un petit peu plus en détail parce qu'on va parler de la page d'accueil. Donc, la page d'accueil, donc toi, par exemple, Monique, ta page d'accueil, elle est très courte. Voilà. On voit rapidement qui tu es. On sait quand même rapidement aussi sur quoi tu travailles, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Que vraiment tu es dans le côté nature, bien-être, etc. L'effet de lumière, il n'y a pas de souci. Mais une page d'accueil, en fait, elle doit être beaucoup plus longue que ça. Pourquoi? Parce qu'elle doit répondre aux questions qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, et voir combien si on parle de tarifs. Mais elle doit être relativement longue. On parle en général de une page d'accueil doit faire au minimum 1500 mots. Alors, c'est pas 1500 mots bruts comme ça. Hein. On va justement la hiérarchiser avec des titres, des sous-titres, etc. Et donc, elle doit, d'une part, répondre à ces fameuses questions pour l'internaute qui comprenne rapidement qu'est-ce que tu fais, etc., qu'est-ce que tu vas lui apporter. Et puis aussi, puisque je n'arrête pas de le dire depuis le début,
Google, les moteurs de recherche privilégient aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a 10 ans, mais privilégient le contenu rédactionnel, donc du bon contenu rédactionnel. Et c'est pour ça qu'une page d'accueil doit être relativement longue. Donc, ce que je vais faire, c'est que Monique, pour que tu comprennes vraiment comment doit être mise en place une page d'accueil, je vais te montrer tout simplement sur un site internet pour que tu puisses mieux comprendre et que vous aussi, qui regardez cette vidéo, vraiment vous puissiez vous imprégner comment je fais une page d'accueil. Une page d'accueil, en fait, elle a vraiment une architecture type. C'est notamment quelque chose que moi j'ai mis en place pour mes clients depuis des années et c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, si je scrolle un petit peu, donc si je descends un petit peu, vous voyez que ma page est relativement longue. Et vous voyez aussi que ma page est faite en fait sous forme de bloc. Voilà, on descend de bloc, on descend de bloc en bloc. Et en fait, c'est comme ça que vous devez structurer votre page d'accueil. Alors, si en termes techniques, vous ne savez pas faire tout ça, etc., il n'y a pas de souci. Vous allez simplement retenir que ma page doit être faite en différents blocs. Le premier bloc qu'on va trouver, c'est on va parler du bloc accueil tout simplement. On va tout simplement poser la promesse. Qu'est-ce que je promets aux personnes qui vont venir sur mon site internet? Qui suis-je et qu'est-ce que je promets? D'accord? Quelle transformation ils vont avoir en travaillant avec moi? Et ça, c'est très très important. Et tout simplement, l'accueil va être constitué du fameux titre 1, titre 2, titre 2, et ici le titre 3. Voilà, 3 titres où je vais parler de qui je suis, etc. et de ce que je promets. Quelle est la transformation? Ensuite, bon, moi j'ai mis un petit bouton, mais on n'est pas obligé, on clique sur en savoir plus. Et là, on arrive donc sur un autre bloc. Et vous allez voir que tous les autres blocs sont faits de la même manière. Alors, en termes, je vous dis, de design, de couleurs, etc., vous faites ce que vous voulez. Alors, toujours avec des couleurs lisibles, ne faites pas un sapin de Noël, on joue sur 2-3 couleurs en général sur un site internet. On va à chaque fois par bloc avoir un titre 2, puisque comme je l'expliquais, le titre 1, il n'y en a qu'un, il est au début. Un titre 2, un titre 3, un titre 4 et du paragraphe. Et à chaque fois, mes blocs sont faits pareil. Titre 2, titre 3, titre 4, paragraphe, un jeu d'image, etc. Donc, dans le deuxième bloc ici, on va parler des problèmes de mes futurs clients, des problématiques, des douleurs. On a trop tendance, quand on est sur une page d'accueil, de parler de nous, de nos outils. Là, par exemple, tu parles de suite du yoga, de l'ostéopathie, enfin, directement de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, et de nos méthodes. La personne, quand elle recherche quelqu'un, elle ne recherche pas une méthode, elle recherche une solution à sa problématique, elle recherche une transformation. C'est pour ça que là, on va parler de promesse transformation, et c'est pour ça qu'ici, on va mettre en avant les douleurs, les problématiques. Il faut qu'en fait, quand la personne lise, en général ici, je mets trois types de douleurs. Quand la personne lit le texte, il faut qu'elle se dise « Ah, mais c'est de moi qu'elle parle. Monique, c'est de moi qu'elle parle. » D'accord? Ça, c'est important. Si je reprends mon site internet, c'est exactement la même chose. Ici, j'ai ma promesse. Et ici, je parle des problématiques de mes clients. Voilà. Pour vous, internet, c'est quoi? On ne sait pas par où commencer, c'est compliqué. La technique, ça nous effraie, on en a peur. Et puis souvent, on n'a pas le temps de mettre en place tout ça. Donc ça, je parle des douleurs, des problèmes de mes futurs clients. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important à mettre en place. On ne parle pas de suite de nous, mais on va parler des problèmes de nos clients. Et quand la personne va lire le texte, il faut vraiment aller en profondeur dans l'émotion pour que la personne dise « Mais attends, c'est de moi qu'elle parle. » Une fois que ce bloc est fait, on va partir sur la bloc à propos. Alors, c'est important d'avoir une page qui suis-je à part, comme je l'expliquais tout à l'heure Monique, mais sur l'accueil, on va avoir un petit bloc à propos sur lequel en fait on va expliquer pourquoi on en est venu à travailler, à mettre en place des offres, etc. par rapport à ces problèmes. D'accord? On va faire un petit bloc et on peut rajouter, donc là c'est pas le cas, mais on peut rajouter un petit bouton en savoir plus ou me découvrir, etc. Et on tombe
sur la page qui suis-je dédiée. Donc si je vous montre moi ma partie à propos, bon, elle est un peu longue, j'aurais pu m'arrêter ici, faire un bouton et en savoir plus et avoir le reste du texte. Mais sur la page ici à propos, c'est vraiment important que la personne, quand elle va lire, elle comprenne pourquoi on est en arrivé là, pourquoi on est arrivé à proposer des offres en adéquation avec sa problématique. Pour voilà, vraiment savoir un petit peu plus qui on est. Une fois qu'on a passé ça, on va tout simplement ici présenter nos offres. Toujours avec la même chose, hein, titre 2, titre 3, titre 4, et hop, après j'emmène les différentes offres. Donc avec un titre, un petit texte, le bouton en savoir plus, et hop, je retombe sur le détail de l'offre. Alors sur un autre audit de site, j'en avais parlé, c'est vrai qu'ici, les boutons sont pas travaillés. En fait, c'est juste un texte brut, en savoir plus. Et si je vous montre le site, hop, Active Coaching, c'est vrai que ce que j'ai vraiment bien aimé de ce qu'a fait Anouchka, c'est quand je vais ici sur les services, donc ça c'est ses différentes offres, elle n'a pas marqué en savoir plus. Elle a marqué réactiver votre vie, passer à l'action, transformer votre carrière, etc. Et du coup, c'est vrai qu'on a plus envie de cliquer que simplement le bouton en savoir plus. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais pas assez souvent. Je ne travaille pas assez souvent les mots sur les boutons et pourtant ça a un impact vraiment important. Donc pensez à ça. Au lieu de mettre en savoir plus, mettez du texte, un petit peu voilà, comme Active Coaching Pro, vraiment du texte où on va appuyer pour que la personne clique dessus. Ça, c'est important. Après cette phase de mes offres, ici, j'ai ce qu'on appelle un bloc de transition. C'est tout simplement un bloc où je vais mettre un peu plus en avant. Alors, on n'est pas obligé de mettre les chiffres, hein, c'est vrai que c'est un peu la mode, mais ça, on n'est pas obligé. De mettre en avant les mots-clés. Voilà, vraiment d'appuyer sur comment je peux t'aider. Donc ici, pareil, titre 2, titre 3, titre 4. Et ensuite, on va tomber sur les témoignages. Toujours pareil, structurer le bloc avec titre 1, titre 2, pardon, titre 3, titre 4. Et ici, on peut mettre 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme vous voulez, témoignages. Évitez les témoignages qui défilent comme ça, puisque des fois, ils défilent pas tout seuls, des fois, on n'a pas le temps de les lire, etc. Donc, il faut vraiment plutôt privilégier le texte en entier. Et puis, un petit bouton où on va avoir, quand on clique dessus, tous les témoignages. Ensuite, ici, j'ai coupé aussi avec un autre bloc de transition, toujours. Donc, les blocs de transition, vous voyez, ils ne sont pas dans le menu. Hein. Mais c'est pas grave, c'est tout simplement pour accentuer le référencement. Et ici, pareil, on peut mettre des boutons un peu plus travaillés en termes de texte pour, par exemple, si vous faites des devis, demander un devis, etc. Et renvoyer sur la page de devis ou renvoyer sur la page contact. Et ici, on va avoir la partie blog, actualité, toujours structurée avec 3 titres. Et on va avoir les 3, 4, 5, 6 derniers articles. Et un petit bouton, toutes les actus, où on va tomber sur toutes les actualités. Ici, c'est pareil, j'ai encore un bloc de transition où on va accentuer le référencement avec des mots-clés. Mais toujours, quand on lit, hein, on voit que c'est pas haché, hein, c'est pas une liste de mots-clés. Et enfin, ce que je conseille vraiment, et ça, Monique, c'est vraiment un point sur lequel il faut travailler, et c'est vraiment ce que je vous conseille voilà, à ceux qui regardent cet audit, c'est de travailler sur vos valeurs. C'est vraiment important d'avoir de l'humain sur votre site internet, de vraiment vous poser et de vous dire pourquoi je fais ça, pourquoi j'aime ça, qui je suis, etc. Et de mettre en avant un petit peu, de vous mettre en avant d'une bonne manière, hein, bien sûr, hein, sur votre site internet. Et les valeurs, c'est vraiment un point vraiment important. Alors, c'est pas quelque chose de facile à faire, hein, puisqu'il faut vraiment se poser pour le mettre en action. C'est pas juste mettre des valeurs comme ça, mais c'est vraiment des valeurs en relation avec qui vous êtes, avec votre activité, votre entreprise, etc. Et qu'on puisse voir en fait comment vous êtes aligné entre qui vous êtes et qu'est-ce que vous proposez. Par exemple, ici, mes valeurs, voilà, c'est l'accessibilité, la transparence, etc. Et ici, je parle vraiment, je me livre un petit peu, si vous voulez. Et mettre de l'humain dans votre site internet, c'est très important. Et pourquoi aussi? Parce que là, moi, j'ai fait ce travail avec Cécile Aniel
toute ma stratégie marketing. Et on a travaillé ensemble mes valeurs, mon pourquoi, etc. Donc j'étais vraiment creusée un petit peu au fond de moi. Et le fait d'avoir fait ça et de le mettre en avant sur mon site internet, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a permis de m'aligner correctement entre moi, mes offres, etc., ce que je propose. Et surtout, ça m'a permis de voir avec les personnes avec qui j'aimais bien travailler. Et en mettant ça en place, eh bien, vous allez vous rendre compte que les personnes qui vont lire ça, eh bien, soit elles sont en fait en alignement aussi avec vous, en adéquation avec vos valeurs, et du coup, ça va peut-être déclencher un petit peu plus en eux le fait de vous contacter. Soit à l'inverse, elles vont se rendre compte qu'elles ne sont pas alignées avec vous, et du coup, elles vont s'éloigner de vous et pas vous contacter. Et ça, en fait, moi, depuis que j'ai mis ça en place, ça m'a permis tout simplement quoi? De ne plus avoir de personnes, puisque on va pas se le cacher, on a tous des clients souvent avec qui ben, ça n'a pas matché, etc. Et, ou des personnes entre guillemets type avec qui on aime moins travailler. Et le fait de travailler sur ces valeurs et de les mettre en avant sur son site internet, ben, ça permet tout simplement de repousser les personnes qui ne sont pas alignées avec vous. Ça paraît bête vu comme ça, mais je vous assure que c'est vrai. Et du coup, vous allez vraiment derrière travailler avec les personnes qui sont alignées avec vous. Et du coup, ça va être vraiment plus facile pour vous. Donc pensez à ça sur votre page d'accueil, de mettre en avant vos valeurs. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Alors c'est un travail peut-être un travail en profondeur pour vous, mais c'est un travail qui est vraiment bénéfique par la suite. Et donc vous avez vu, après, voilà, au sein de cette page d'accueil, on a différents boutons d'appel à l'action qui nous permet. Alors oui, là aussi, j'ai une partie galerie. Alors la partie galerie, c'est vraiment propre à chacun. Ici, moi, par exemple, sur mon site internet, j'ai mes dernières réalisations, mes derniers projets. Ça va vraiment dépendre de votre activité. C'est pas une obligation. Moi, je les ai mis parce que voilà, je parle de mes dernières réalisations. Monique, après, je pense pas que par rapport à toi, ce soit intéressant de le mettre. Mais voilà, voilà, faut vraiment comprendre, Monique, que pour pouvoir être visible sur Internet, pour pouvoir être visible sur les moteurs de recherche, il va vraiment falloir travailler cette page d'accueil en profondeur. En termes de design, c'est ce que je vous ai dit. On s'en fiche d'avoir un truc hyper classe, etc. Je le dis souvent, le beau ne fait pas vendre. Le beau ne fait pas vendre. Alors ne faites pas non plus un sapin de Noël en termes de couleurs, etc. Mais c'est vraiment le contenu rédactionnel qui fera la différence. Donc il faut vraiment prendre ce style de modèle, voilà, et tout simplement derrière, à chaque fois, je fais 3 titres, hop, et je parle du bloc intro. Je fais 3 titres, je parle du bloc qui suis-je, etc., etc., etc. La page d'accueil, c'est vraiment la porte d'entrée vers le reste. Donc c'est important de prendre le temps de la travailler. Donc le plus simple, c'est vraiment de reprendre l'exemple que j'ai pris et de mettre en place ces différents blocs. Donc le bloc d'accueil sur la promesse, le bloc d'intro sur les problématiques besoins, le bloc à propos pourquoi je fais ça, le bloc qui présente les différentes offres, des blocs de transition pour travailler les mots-clés et insister sur tout ce qui est transformation, etc. Le bloc témoignage, pareil ici, on va être sur une transition, le bloc actualité, le bloc mes valeurs, etc. Donc ça, c'est un point voilà, qui fait un petit peu de défaut sur ton site internet Monique pour pouvoir être bien référencé dans les résultats de recherche. C'est vraiment travailler cette page d'accueil. Alors, on va maintenant parler de la performance du site. Alors, la performance du site, c'est quoi? C'est en fait, est-ce que le site est rapide, etc. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Plus votre site va être lent, plus Google va le voir et moins il va aimer. Et la performance du site a un impact au niveau du référencement. Donc, plus votre site est lent, plus votre site sera mal référencé. Alors, je le dis toujours, mes audits de site, voilà, si quelqu'un est technique ou si une agence web ou un master regarde mes audits de site, vont se dire, mais l'audit, il n'est pas complet. En effet, mes audits, mon objectif, c'est pas de vous faire un audit de site technique. Au contraire, mon audit de site est justement fait pour vous expliquer les choses simplement et sans technique. C'est pour ça que la performance, il y a plein de choses que je ne peux pas vous expliquer. Pourquoi? Parce que la performance, il faut souvent mettre les mains
sous le capot, les mains dans le cambouis, dans le moteur, pour pouvoir mettre en place des choses. Et moi, c'est pas mon objectif. Je ne veux pas, je veux vraiment vous expliquer les choses simplement. Par contre, je vous donne juste quelques petites notions par rapport à ça. La première est très simple. Plus vous avez un site internet avec plein d'éléments qui bougent dans tous les sens, plus votre site va être lent et plus la performance du coup va diminuer. Et du coup, Google, une performance qui n'est pas bonne, n'aime pas ça. Donc, Monique, c'est pas le cas, ton site ne bouge pas et c'est très bien. Justement, il y a trop de personnes qui pensent au côté design, je veux faire un truc magnifique avec plein d'éléments qui bougent, des effets spéciaux, etc. Non, surtout pas. Pourquoi? Parce que quand on fait des effets comme ça sur les textes, les images, les machins, qu'on met en place des trucs qui bougent, ça veut dire derrière qu'il y a plus de code pour les faire bouger. Et du coup, le temps de lire le code, etc., le site, il va être beaucoup plus lent à se charger. Donc, première règle, pas de trucs qui bougent. Donc toi, Monique, il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui bouge. Et ça, c'est parfait. Là, ce qu'on va surtout voir, c'est la notion des images. Au niveau de la performance, sur quoi vous allez pouvoir jouer? Sur les images. Une image, elle a 3 caractéristiques. Elle a un nom, elle a une taille, elle a un poids. Et ces 3 caractéristiques, il va falloir les modifier avant de les insérer sur le site internet. Donc avant d'aller sur votre interface et d'insérer l'image. Et c'est l'une des seules choses où vous allez vraiment pouvoir travailler dessus. Alors, je vais vous montrer. Par exemple, ici, Monique, ton image, elle s'appelle 38, je ne sais pas quoi, là. Voilà. Eh bien, avant de l'insérer, il faut simplement la renommer avec les mots-clés. Alors, je vais vous montrer un exemple concret au niveau du logo. Alors, souvent, on nomme son logo, logo.jpeg, etc. Eh bien non, surtout pas. Ici, le nom de cette image, elle s'appelle comment? Elle s'appelle psychologue, hypnothérapeute, Balma, accompagnement, souffrance au travail. Par exemple. Hop, celle-ci, psychologue-hypnothérapeute-accompagnement. Bon, c'est un peu long, mais voilà. Ça, ce que j'ai souligné en bleu, c'est le nom de l'image. Et en fait, toutes les images, vous devez les nommer avec des mots-clés et aussi, bien sûr, en relation où elles vont être positionnées sur le site internet. Et quand vous allez avoir des noms d'images qui vont être nommés de la même manière, mais vous mettez à la fin -1, -2, -3, etc. Dans le nom des images, il n'y a pas de majuscule, pas de caractères spéciaux, donc pas de et accent aigu, arrobase, etc. Et il n'y a pas d'espace. Entre chaque mot, si on voit un espace, on fait tout simplement ici un tiret, le tiret du 6. Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que si vous mettez des caractères spéciaux, accent aigu, etc., dièse, etc., il y a un risque que l'image ne s'affiche pas. Alors, c'est plus trop le cas maintenant, c'était le cas il y a quelques années, mais surtout, votre image ne sera pas sauvegardée. Donc, si le site bug, n'existe plus, il y a un crash, etc., et qu'on remet le site internet, il y a une grande chance que la plupart des images qui sont mal nommées ne réapparaissent pas. Donc ça, c'est vraiment important de nommer vos images comme ça. Et le fait de mettre des mots-clés, tout simplement, les images vont permettre aussi au référencement d'optimiser le référencement. Il faut vraiment comprendre que le référencement, donc le placement de votre site internet dans les résultats de recherche, c'est pas un seul truc, c'est plein de petites choses que vous allez mettre en place et tout au long de la vie du site qui vont permettre à votre site internet de monter dans les résultats de recherche. Ça, c'est important à comprendre. Et surtout, votre image, donc, que vous la preniez sur un site internet libre de droit ou que vous preniez une photo, elle a un poids et une taille qui n'est pas adapté à internet, au site web. Donc il faut... Alors je regarde celle-là. Oui. Par exemple, ici, ta photo est grande et ici, elle est beaucoup plus petite. Il faut en fait insérer l'image sur ton site internet de la taille où elle va être présente. Donc, parce que là, qu'est-ce qui se passe? Elle a été insérée de cette grandeur. Et tout simplement, avant de la mettre en ligne, que l'internaute puisse voir cette image, eh ben, il va falloir en fait diminuer cette image pour la mettre à la bonne taille. Donc elle doit passer de ça à ça, et ça prend une fraction de seconde, mais ça prend un petit peu de temps.
Du coup, ça va amoindrir la performance. C'est pour ça que toutes les images, on doit les insérer à la taille, à vraiment la taille où elle doit être présente. Donc là, par exemple, mon logo, il est vraiment de la même taille que sur le site internet. Et ça, c'est important. Alors, je ne vais pas détailler, on me l'a demandé, je ne l'ai pas encore faite, mais je vais la faire. Et dès qu'elle sera faite, je mettrai le lien dans la description. Je vais faire une vidéo spécifique par rapport aux images, puisqu'en fait, donc, il faut la renommer. Ensuite, il faut, via ce site internet, il faut donc diminuer la taille. Et une fois que c'est fait, on va, puisque l'image, on ne le voit pas, mais elle a aussi un poids, et il faut, via ce site internet, diminuer le poids. Par contre, on va diminuer le poids sans perdre en qualité. Je ne rentre pas dans les détails, c'est promis. Je fais une vidéo, donc qui va être faite dans les semaines à venir, et elle sera en description. Je mettrai le lien en description. Mais ça prend un petit peu de temps. Alors même si la plupart des systèmes avec lesquels on crée un site internet diminuent le poids des images, je vous conseille vraiment de le faire en amont. C'est un gain de temps, un gain en performance, et du coup, ce sera un gain pour l'optimisation du référencement de votre site internet. Donc au niveau de la performance, je vais m'arrêter là. Il y a aussi la notion de vidéo. Donc Monique, si tu veux faire des vidéos ou mettre des vidéos sur ton site internet, on ne met pas une vidéo sur un site internet comme ça. On va d'abord se créer une chaîne YouTube. Hop, je vais te montrer sur mon site internet. Hop. On va se créer une chaîne YouTube, on va mettre les vidéos sur notre chaîne YouTube et ensuite on va copier. Donc là, quand on a ton site, on va ici cliquer sur partager, on va copier ce code et l'insérer dans une page, un article de notre blog, ce qui va permettre quoi en fait? La vidéo n'est pas stockée sur notre propre site internet, elle est stockée sur YouTube. Du coup, elle va se télécharger rapidement. C'est pour ça qu'il faut mettre sur autre chose que son site internet. Et en plus, il faut savoir que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche derrière Google. Donc c'est pareil, si au niveau de vos vidéos, vous travaillez correctement les mots-clés au niveau des titres et de la description, vous allez pouvoir, quand vous faites des recherches sur Internet, réussir, vous voyez ici, vous avez tout, images, vidéos, etc., réussir à positionner vos vidéos, à bien les positionner et que des personnes vous trouvent en cliquant sur vos vidéos. Donc c'est aussi un deuxième point et c'est aussi pour ça qu'il faut mettre ces vidéos sur YouTube. Donc je vais m'arrêter là en termes de performance. Donc toi de ton côté Monique, mais ce qu'il faudra faire, c'est sur toutes les images, ici, les renommer avec des mots-clés, diminuer la taille et diminuer le poids. Voilà, je te ferai une vidéo spéciale et tu verras que c'est pas compliqué à faire si tu suis bien le tuto que je vais te montrer. On va maintenant parler des offres. Donc là, ici, tu as tes différentes offres avec le contenu. Donc là, c'est pareil, les offres, il va vraiment falloir aller un petit peu plus en profondeur dans les offres. Il faut vraiment les détailler. Ce qui se passe aujourd'hui, et c'est la plupart des personnes font la même chose que toi, ils vont parler de leur outil, de leur méthode. Le problème, c'est qu'une personne, quand elle a un problème, justement, une douleur, elle ne cherche pas une méthode, elle ne cherche pas un outil, elle cherche une transformation, une solution. Comment toi, tu vas l'aider à transformer sa douleur? Et c'est pas l'outil qu'il faut mettre en avant, c'est d'abord le besoin, la problématique, et petit à petit amener à comment tu vas travailler ça. Quelle transformation, quelle promesse tu vas mettre en place. Et là, voilà, toi, tu parles en fait directement de tes outils. Il faut travailler vraiment sur donc, ce qu'on appelle ta cible, hein, la personne avec qui tu veux travailler. Il faut vraiment toujours se poser et te dire, OK, quel problème, quelle douleur. Alors c'est vrai que tu pourrais accompagner plein de monde, mais si tu, comme le dit souvent Cécile avec qui je travaille, si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Et il faut mieux en fait spécifier certaines douleurs, donc je vais te montrer tout à l'heure, et travailler sur ça, ça t'empêchera pas de travailler avec d'autres personnes. Mais il faut mieux parler en termes de douleur qu'en termes d'outils, etc. Donc par exemple ici, sur
ici, donc là, bon, tu vois, c'est une psychologue, donc elle pourrait travailler à la fois avec les enfants, pour des problèmes de sommeil, à la fois avec les couples pour des problèmes de couple, etc. Et en fait, elle, elle a mis en place des offres spécifiquement pour tout ce qui est mal-être au travail. Elle a 3 types d'offres par rapport au mal-être au travail et à la reconversion. Et ça ne lui empêche pas de travailler avec d'autres personnes. C'est ça qu'il faut vraiment penser, c'est que tu vas pas t'enfermer, mais au contraire, tu vas t'ouvrir. Et plus on va être spécifique dans nos offres, plus on aura de monde qui vont nous contacter. Et une offre, ça se constitue comment? Une page d'offre, ben, c'est toujours la même chose. Je vais avoir un titre, je vais avoir une problématique, et ensuite, je vais expliquer. Donc là, tu vois, il n'y a aucune mise en page, c'est brut, hein, il n'y a aucune mise en page. Je vais ensuite expliquer comment ça se passe, quels sont les bénéfices. Donc comment ça se passe, quels sont les bénéfices, où ça se passe, mettre aussi des témoignages en avant. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est aussi, cette offre est faite pour vous si, 3 petits points, et tu décris en fait le type de personne avec lequel tu peux travailler. Et ce bilan, cette offre n'est pas faite pour vous si. Alors ça paraît un petit peu bizarre, mais c'est important de le mettre en place. Je donne un exemple concret. Donc moi, voilà, je fais des audits de sites, je fais des formations, je crée des sites internet. Mais par exemple, au niveau de mes formations, je fais des formations sur tout ce qui est référencement, etc. Mais c'est pas du tout pour des personnes qui sont webmasters ou qui veulent devenir webmasters ou qui veulent travailler en agence web, etc. Non, ce sont pour des personnes qui sont entrepreneurs, qui n'ont aucune connaissance technique, qui ont un site internet et qui veulent avoir quand même quelques notions pour améliorer leur site internet. Donc, dans cette offre n'est pas fait pour vous si, ben je dis que c'est pas fait pour si tu veux devenir webmaster, c'est pas fait si tu veux bosser en agence web, etc. C'est pas mon type de profil. Et ça, c'est important vraiment au niveau des offres de mettre en avant le type de profil. Donc, si je te montre un autre type d'offre, donc là, par exemple, c'est une de mes offres au niveau de sites internet. Donc ici, j'ai la promesse. Ici, je vais parler des problèmes de mes clients, des douleurs. Ici, je parle de pourquoi j'ai mis en place cette offre. Et on va arriver en fait à la transformation, au bénéfice. Ensuite, je vais décrire que contient cette offre. Voilà, c'est important que toi, au niveau de tes ateliers, tu décrives un petit peu plus en fait tes ateliers. Le besoin de ces ateliers, la problématique, qu'est-ce que tu promets, et derrière un petit peu le déroulement de cet atelier. Hop. Je fais aussi un récap donc des bénéfices. Important de mettre en avant des témoignages. Alors ça, on peut mettre des bonus ou pas. Ça, c'est à toi de voir, par exemple, à tes ateliers. Je sais pas, par exemple, si tu peux leur mettre des... Je sais pas si tu fais de la méditation, une méditation guidée en audio gratuite, enfin des choses comme ça. Par exemple, c'est toujours un plus d'avoir quelques petits bonus offerts. La garantie, ça c'est très important aujourd'hui. Les personnes, pour être en confiance, ont besoin de garantie. Moi, tout simplement, ma garantie, c'est qu'au bout de 30 jours après la signature du devis, si la personne n'est pas satisfaite, je lui rembourse, par exemple. Donc là, je récapitule l'offre, je mets le tarif. Alors voilà, les tarifs, c'est toujours à voir si tu les mets ou tu les mets pas. Moi, je trouve que c'est mieux de les mettre. Hop. Là, il y a un petit laïus sur qui tu es, donc toujours remettre quelque chose sur toi. Et surtout, la prochaine étape, tu vois. En gros, j'ai... alors, attends, je sais plus où c'était. Là, j'ai un atelier qui m'intéresse. OK. Comment je fais? Là, OK, tu as marqué plus d'informations, contactez-moi, mais en fait, il faut aller plus loin. Là, par exemple, ici, pour cette offre, eh bien, je clique sur le bouton prendre rendez-vous. Donc, j'explique que tu es redirigé vers ma page de calendrier, etc., qu'on va avoir un rendez-vous ensemble, visio, téléphone. Si on est OK, tu réalises ton paiement, etc. Je mets en place la plateforme, etc., etc. Si je te montre sur mon audit de site, c'est la même chose. J'ai ici la promesse. Donc ça, c'est pour s'inscrire à cet audit de site. On peut s'inscrire directement via cette page. Donc ici, j'ai la promesse.
Ici, j'ai la problématique. Et ici, donc comme je t'expliquais, c'est comment ça se passe. Eh bien, 1, tu t'inscris gratuitement. 2, tu es prévenu par mail quand la vidéo sera publiée. 3, on échange ensemble, etc. Et ça, tu vois, on ne l'a pas ici. Ok, je veux m'inscrire à un atelier, mais comment ça se passe? Ben, petite 1, tu me contactes et on a un rendez-vous téléphonique. Petit 2, je sais pas, tu fais un virement, etc. Petit 3, tu as un mail de confirmation, etc. Les personnes ont besoin de confiance et d'être rassurées. Et en mettant en place comme ça comment ça marche, eh bien, ça va tout simplement les rassurer. Et ça, c'est important. Et ensuite, comme j'avais expliqué tout à l'heure, une foire en question dédiée pour l'offre. Tu vois? Donc, toutes les offres, en fait, sont à peu près faites sur le même format pour vraiment que la personne ait confiance et surtout qu'on voit ton expertise. Qu'est-ce que tu proposes? Donc, une offre doit être faite avec, je répète, la promesse. Ensuite, un bloc avec les problématiques, douleurs des personnes. Pourquoi on a mis en place ça? Quelle transformation on va avoir? Le détail de l'offre, les bénéfices, des témoignages pour rassurer les personnes, petit bonus ou pas, c'est à toi de voir, la notion de garantie, un petit récap avec le tarif, un petit laïus sur toi qui explique voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Et les prochaines étapes, comment ça se passe? Ok, je prends rendez-vous, ok, ça m'intéresse, mais concrètement, qu'est-ce qui va se passer après une fois que j'ai cliqué sur ce bouton-là? En fait, tu pars du principe qu'à partir du moment où tu vas détailler le processus, à partir du moment où la personne va cliquer sur le bouton. Ça, c'est important. Donc voilà pour les offres. Donc alors je sais que c'est du travail, mais il faut vraiment comprendre que voilà, pour plaire à l'internaute et à Google, donc pour être bien référencé au niveau des résultats de recherche, il y a tout un travail de contenu rédactionnel qui est très important. Ça, c'est vraiment important à prendre conscience de ça. Et c'est pas un travail qui est... alors oui, il peut être long, mais c'est surtout un travail qui va être bénéfique. Pourquoi? Parce qu'en travaillant là-dessus, tu vas aussi approfondir tes offres, tu vas aussi approfondir ton pourquoi, tu vas aussi approfondir tes valeurs et tu vas aussi approfondir vraiment avec qui tu veux travailler. Et c'est pour ça que ce travail de contenu rédactionnel est vraiment important pour toutes les entreprises et pour tous les entrepreneurs. Et voilà Monique pour ton audit de site, j'espère que ça va t'aider. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire, je suis vraiment là pour t'aider. Et vous aussi qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Pensez surtout à vous abonner et cliquez juste ici pour la prochaine vidéo. Et je vous dis à très vite.